Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Sanctum. C'est un jeu édité en 2019 par CGE et qui vient tout récemment de sortir en français par Yellow. On voudrait d'ailleurs remercier nos amis de chez Yellow qui nous ont envoyé 7 copies du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Philippe Neuduc qui avait fait notamment le jeu Adrénaline. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de vaincre le seigneur des ténèbres Malgazar pour remporter la partie. C'est un jeu qui essaie de répliquer les jeux vidéo de type hack and slash à la Diablo, évidemment avec le gros démon sur le dessus de la boîte. C'est un jeu qui va utiliser une mécanique de dés pour combattre des ennemis. On va combattre des ennemis pour gagner du loot, de l'équipement pour pouvoir équiper notre personnage qui gagne plus de capacité. On va aussi gagner de l'expérience en tuant les monstres pour faire avancer nos habiletés sur notre arbre d'habileté pour devenir de plus en plus fort et c'est de se préparer au combat final contre le Seigneur des Ténèbres lui-même. C'est un jeu compétitif, donc chaque joueur va affronter le Seigneur des Ténèbres en simultané à la fin de la partie et le joueur qui aura le mieux fait contre le Seigneur des Ténèbres sera déclaré vainqueur. Donc, Sanctum, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va préparer le plateau Horde. On va donc le placer sur la table et on va séparer les cartes monstres en 3 pioches selon leur niveau pour les placer aux endroits respectifs sur le plateau Horde. On aura donc une pioche de monstre niveau 1, une pioche de monstre niveau 2 et une pioche de monstre niveau 3, tel qu'indiqué par le nombre de gemmes qui se retrouvent dans le coin supérieur droit des cartes monstres. Par la suite, on va placer les cartes Seigneur des Ténèbres et les cartes Furie à côté de ce plateau. Elles seront seulement utilisées dans le combat final contre le Seigneur des Ténèbres à la fin de la partie. On va ensuite préparer le plateau au fait en le plaçant sur la table et on va aller distribuer de façon aléatoire des tuiles au fait dans tous les emplacements du plateau. Donc les petits boucliers représentent des bénédictions que les joueurs pourront débloquer et qui seront utiles dans leur combat contre le Seigneur des Ténèbres à la fin de la partie en accomplissant les différents objectifs demandés par le plateau au fait. La tuile restante sera tout simplement remise dans la boîte de jeu. Comme on fait une partie à 2 joueurs, on va retirer une tuile au fait dans chacune des 3 rangées du plateau. On va tout simplement lancer un dé pour savoir quelle tuile on va retirer. Donc 1-2, on va retirer la première colonne, 3-4 la deuxième colonne et 5-6 la troisième colonne. Donc ici avec un 2, je vais retirer cette tuile dans la première rangée. Pour la deuxième rangée, un 5, on va retirer celle-ci. Et pour la troisième rangée, un 5, on va retirer celle-ci. On va donc les remettre dans la boîte de jeu. Entre le plateau Horde et le plateau au fait qu'on vient d'installer, on va aller placer les plateaux qui représentent les actes que les joueurs devront traverser pour espérer se rendre au Seigneur des Ténèbres. Si on fait une partie à 4 joueurs, on devra traverser les 5 actes avant d'arriver au 6e acte et d'affronter le Seigneur des Ténèbres lui-même. Comme on fait une partie à 2 joueurs, on va ignorer certains plateaux actes, donc on n'utilisera pas les plateaux de l'acte 2 et de l'acte 4. Donc les joueurs auront simplement à jouer 4 actes pour leur partie à 2 joueurs. On va donc placer, pour débuter la partie, le plateau de l'acte 1 et le plateau de l'acte 3. On va se faire des réserves avec les différents jetons à côté du plateau. On utilisera un dé argent par joueur, donc on va en placer 2 dans la réserve. On va utiliser 5 dés or par joueur, on aura donc besoin de 10 dans notre partie à 2 joueurs. On aura les marqueurs de touche, les jetons de concentration, les jetons d'endurance, les jetons de potion. Et on va utiliser les 2 tuiles intervention divine, celle de l'acte 3 et celle de l'acte 5. On va d'ailleurs placer déjà la tuile intervention divine de l'acte 3 sur son plateau respectif à son endroit qui correspond au dessin de la tuile pour représenter l'endroit où se trouvera l'ange. On va aussi placer sur cette tuile 2 dés or, donc les joueurs vont gagner un nouveau dé lorsqu'on arrivera sur cette tuile pour avoir l'aide de l'ange dans notre quête.
Chaque joueur va se choisir un personnage et va prendre le plateau personnage correspondant ainsi que sa figurine et son aide de jeu qui explique les différentes compétences de ce personnage. On va placer le marqueur de points de vie, le petit cœur, sur la valeur 10 de l'échelle de points de vie. Les joueurs auront aussi une valeur de départ en endurance indiquée dans la boule rouge. Donc ici, mon personnage a 2 d'endurance. On va donc placer 2 jetons d'endurance dans la boule rouge. Et dans la boule bleue, on va avoir la concentration. Donc ici, j'ai 3 de concentration au départ. On va donc y placer 3 jetons de concentration. Les joueurs vont recevoir une tuile rage avec l'image de le personnage imprimé dessus qu'on va placer du côté visible au début de la partie. Ensuite, les joueurs devront construire leur tableau de compétences en utilisant les cartes et les tuiles de compétences de leurs personnages respectifs. Et on va les placer aux endroits indiqués sur les cartes. On a des compétences de 3 niveaux dans 3 couleurs différentes. On a des compétences rouges, des compétences vertes et des compétences bleues. On devrait avoir 6 cartes de compétences dans notre tableau. Et on aura aussi à placer 3 tuiles, indiquées aussi avec les mêmes numéros et le même code de couleur. Sur les 3 tuiles de compétences, on retrouve des symboles de flamme bleue et de flamme rouge qui correspondent aux jetons d'endurance et aux jetons de concentration. On va donc aller placer des jetons sur les flammes de la bonne couleur. Donc ici, je vais avoir une jeton d'endurance. Ici, on va avoir un de chaque couleur. Et sur cette compétence, on va avoir 2 jetons d'endurance. On va donc gagner ces points lorsqu'on va débarrer les tuiles de compétences de notre tableau. Pour chacune des cartes compétences ou des tuiles compétences, on retrouve un coup au centre qui est indiqué avec des couleurs de gemmes différentes. On va donc aller placer des gemmes de ces couleurs sur les tuiles directement ou sur les cartes pour indiquer le coup qu'on devra déplacer ces gemmes pour débarrer et gagner les dites compétences. À l'intérieur de leur tableau de compétences, les joueurs devraient avoir une compétence qui donne accès à un dé argent. On va donc placer un dé argent sur cette compétence et on pourra l'utiliser lorsqu'on la gagnera. Les joueurs vont ensuite prendre un dé or et vont aller le placer sur le symbole d'ange de la réserve de gemmes et ils vont placer par-dessus ce dé une gemme blanche. Et tous les joueurs vont prendre 2 dés or de la réserve et vont les placer sur leur plateau joueur au début de la partie. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard. Disons que c'est la rôdeuse qui va commencer la partie. Et les joueurs vont recevoir des bonus de début de partie en fonction de l'ordre de tour de jeu. Dans une partie à 2 joueurs, le premier joueur va recevoir une carte bonus. Donc on va en piger une au hasard, on va la révéler. Et on va avancer une gemme dans notre tableau de compétences qui est tel qu'indiqué sur la carte de bonus de départ. Donc ici, on va aller regarder la compétence 2 bleue, qui est la compétence pluie de flèches, et on va avancer une des gemmes bleues pour la mettre sur la carte qui est au-dessus. On va ensuite défausser cette carte bonus de départ. Le deuxième joueur, lui, quant à lui, va recevoir 2 cartes bonus de départ ainsi qu'un jeton de potion. Il va donc lancer sa potion dans les airs et il va la placer ensuite du côté qu'elle tombe dans sa ceinture de potion sur son plateau personnage. On est donc prêt à commencer la partie. Dans Sanctum, les joueurs vont avancer dans les différents plateaux actes pour rencontrer des monstres et vaincre les sbires du Seigneur des Ténèbres pour gagner des objets et équiper leur personnage pour gagner de nouvelles capacités. En tuant les monstres, on va aussi progresser dans des niveaux en avançant les gemmes de notre tableau de compétences pour gagner les cartes ou les tuiles compétences pour que notre personnage devienne encore plus puissant. On va se rendre jusqu'à l'acte 6 où on va devoir affronter dans un combat final le Seigneur des Ténèbres lui-même et le joueur qui performera le plus contre le Seigneur des Ténèbres sera déclaré vainqueur. Une dernière chose avant de commencer la partie, les joueurs devront choisir la difficulté qu'ils veulent avoir contre le Seigneur des Ténèbres. Donc c'est une difficulté qui va seulement influencer le combat final contre le boss. On recommande pour une première partie de faire une partie à normal, mais lorsqu'on est plus expérimenté, on peut décider de jouer à difficile, cauchemar ou infernal, où le Seigneur des Ténèbres sera encore plus puissant et dur à vaincre pour les joueurs. Comme c'est une première partie, on va décider de choisir la difficulté normale. À son tour de jeu, un joueur aura l'opportunité de faire une des 3 actions principales, l'action de déplacement, l'action de combat ou l'action de repos telle qu'indiquée sur le verso de notre aide de jeu. Au début de la partie, lors de leur première action, les joueurs n'auront pas le choix de faire une action de déplacement et de placer leur personnage sur la première case disponible du plateau.
Après avoir effectué son déplacement, le joueur va regarder sur sa case le nombre de monstres qu'il doit faire apparaître sur le plateau acte. La première case d'un acte, on a toujours 5 groupes de monstres à faire apparaître. Donc ici, on regarde les icônes, ce sont des groupes de monstres niveau 1, donc 2 monstres niveau 1 ensemble, et on va devoir placer 5 groupes sur le plateau acte. On va donc prendre les cartes de monstres niveau 1 et former 5 groupes de 2 monstres qu'on va disposer autour du plateau. Et ensuite, le joueur qui a fait apparaître ces monstres devra choisir un de ces groupes de monstres à engager. Il existe 3 couleurs de monstres. On a des monstres rouges, des monstres bleus et on a aussi éventuellement des monstres verts qui correspondent aux 3 couleurs de nos compétences dans notre tableau de compétences. Donc lorsqu'on va vaincre des monstres rouges, on va pouvoir avancer les gemmes rouges dans notre tableau. Lorsqu'on va vaincre des monstres bleus, on va pouvoir avancer des gemmes bleues. Et lorsqu'on va vaincre des monstres verts, on va pouvoir avancer des gemmes vertes. Les gemmes blanches sont considérées comme des jokers, donc on peut toujours les faire avancer avec n'importe quelle couleur de monstre. De l'autre côté de chacune carte monstre, on aura une carte objet. On va avoir la sorte d'objet qui est indiqué sur l'icône dans le coin en haut à gauche des cartes monstres. Donc ici, ce monstre-là transporte des bottes, celui-là un casque, alors que ces deux monstres-là transportent des armes. Donc ça nous donne une idée du genre d'objet qu'on peut retrouver lorsqu'on va les vaincre. Les joueurs n'ont pas le droit de regarder de l'autre côté avant de décider quel monstre ils veulent engager. Donc mon joueur, après avoir fait apparaître les monstres, devra engager un de ces groupes et le placer sur son plateau personnel. Donc je vais décider de prendre ces deux monstres-là. Donc je vais les placer sur le haut de mon plateau personnel où on retrouve l'icône de combat. On passe donc au prochain joueur qui lui aussi n'a pas le choix de faire une action de déplacement à son premier tour de jeu. Il va donc placer sa figurine sur la prochaine case disponible. Il va faire apparaître un groupe de 2 monstres niveau 1. Donc ici on va avoir un monstre bleu avec un monstre vert. Et il devra lui aussi choisir une paire de monstres à engager. Il pourrait choisir les 2 monstres qui sont ici pour les placer sur son plateau personnel. On revient donc à la rôdeuse, donc qui peut maintenant prendre n'importe quelle des 3 actions comme elle est rendue sur le plateau. Elle peut donc décider de se déplacer à nouveau, elle peut décider de faire un combat pour combattre tous les monstres qui sont devant elle, ou elle peut décider de faire une action de repos, ce qui n'est pas très utile présentement puisqu'on n'a pas combattu de monstres encore, donc on n'a pas de capacités qui sont bloquées. Elle va donc décider de faire une autre action de déplacement. Donc lorsqu'on se déplace dans la partie, on va toujours s'en aller en avant de la file de personnages, même s'il y a des espaces libres entre nous. Donc si par exemple, si le barbare était placé ici, elle s'en irait en avant de la file, mais là, il n'y a pas de case présentement de libre, donc elle va tout simplement passer en avant de la file. On va regarder, elle va faire encore apparaître un groupe de monstres, 2 monstres niveau 1. On aurait ici un monstre vert et un monstre bleu qui transportent chacun une armure. Par la suite, elle devra engager encore une fois un autre groupe de monstres à ajouter dans sa file de monstres de son plateau personnel. Elle va décider de prendre les 2 monstres qui sont ici et de les ajouter sur son plateau personnel. À la fin d'un acte, donc si le joueur vert avance ici sur la dernière case, ici on fait apparaître un monstre niveau 2 seul, donc on va placer un autre monstre niveau 2 sur le plateau. Le joueur devra prendre un de ces monstres, le placer devant lui. Et ensuite, on voit qu'il y a une icône de coffre. Donc, on a une icône de coffre sur la dernière case de chacun des 4 premiers actes. À ce moment-là, on va retourner toutes les cartes monstres de l'autre côté. Donc, les cartes vont devenir des objets. Et les joueurs pourront chacun choisir un objet parmi ceux disponibles sur le plateau acte pour terminer cet acte. Le joueur qui a déclenché l'effet de coffre va avoir le premier choix. Donc ici, la rôdeuse pourrait décider de prendre la belle arbalète et de la placer dans son sac à dos. Ensuite, le pourfendeur va choisir une arme, pourrait décider de prendre le casque qui est ici et lui aussi le placer dans son sac à dos. Les cartes restantes seront défaussées dans leurs défausses respectives sur le plateau horde. Lorsque les joueurs se déplaceront sur une case où on retrouve une tuile intervention divine avec l'ange et des dés qui seront disponibles, chacun des joueurs va gagner un dé supplémentaire dans sa réserve qu'il gardera pour le reste de la partie. Et par la suite, on va simplement défausser la tuile intervention divine. On en aura une deuxième au début de l'acte 5. La deuxième action possible pour les joueurs est l'action de combat qui va permettre d'essayer de vaincre les monstres qu'on a engagés et qui sont placés sur notre plateau personnel. Premièrement,
Avant le début du combat, les joueurs peuvent utiliser des jetons de potions s'ils en ont accumulé pendant la partie dans leur ceinture de potions. On a des potions qui sont bleues et on a des potions qui sont rouges. Les potions permettraient aux joueurs de retirer des petits disques bleus ou rouges d'endurance et de concentration qui sont sur leur capacité pour les regagner et les replacer dans leur réserve, donnant ici accès à nouveau aux différentes habiletés qui sont sur leurs équipements. Pour le premier combat de la partie, comme les joueurs n'ont jamais combattu, toutes leurs habiletés sont déjà débloquées, donc ils ne pourront pas utiliser de potions à leur premier combat. Par la suite, les joueurs vont prendre les dés de leur réserve personnelle. On commence la partie avec 2 dés et vont lancer les 2 dés. Et on va regarder avec les résultats si on peut réussir à vaincre les monstres qui sont engagés devant nous en assignant les dés sur les monstres pour répondre aux différentes faiblesses qui sont représentées sur les cartes monstres. Pour assigner un dé sur une carte monstre, sur un symbole de dé qui représente les faiblesses, on doit avoir exactement le même résultat. Donc ce n'est pas un minimum qui est demandé. On doit avoir exactement le résultat qui est sur le dé. Donc je pourrais prendre mon 3 et l'assigner sur ce monstre qui demandait un 3 pour sa faiblesse et ainsi le vaincre en recouvrant toutes ses faiblesses. Pour mon autre dé, que j'ai obtenu un 1, je n'ai aucun monstre qui a une faiblesse de 1, alors je vais essayer de modifier le résultat du dé en utilisant les habiletés qui sont sur mes armes, qui me permettent de faire des plus ou moins 2 ici, ou plus ou moins 1, si je place des disques de la bonne couleur. Donc ici, ce sont des disques bleus qui sont demandés pour ces capacités. Donc je vais prendre ici un disque bleu, je vais le placer sur mon habilité plus ou moins 1, et je vais modifier mon dé pour qu'il devienne un 2, me permettant ainsi de l'assigner à ce monstre qui a une faiblesse de 2. À la place d'utiliser ma capacité pour obtenir un 2, je pourrais aussi utiliser ma tuile de rage, donc je vais la retourner face cachée et ça me permet de modifier un dé et de le mettre sur le résultat de mon choix, donc je pourrais le mettre sur un 6 pour aller remplir la faiblesse du petit squelette qui est ici. À la fin de mon attaque, lorsque mes dés sont assignés, si jamais il me reste un dé dans ma réserve, donc si par exemple j'avais un 3e dé et que j'ai encore des ennemis qui sont engagés, à ce moment-là, on va regagner notre tuile de rage, on va la retourner du côté face visible. Ce qui ne sera pas le cas présentement puisque tous mes dés sont assignés parce que j'ai juste 2 dés au début de la partie. On passe ensuite à la phase de parade, donc les ennemis qui ne sont pas vaincus, donc les ennemis dont il reste des faiblesses ou il n'y a pas de dés d'assigné, vont attaquer notre héros. Ils vont l'attaquer dans la valeur des petites gouttes de sang qui est indiquée en bas de leur faiblesse. Donc ici, chacun de ces deux monstres va m'attaquer pour faire une blessure. Le joueur peut décider d'utiliser des capacités de ces objets pour pouvoir parer les dégâts et ainsi ne pas manger de blessures. Donc ici, on voit que mon armure peut bloquer 2 avec 2 icônes de bouclier, mais je dois assigner 2 petites rondelles rouges sur cette capacité pour pouvoir bloquer les 2 points de dégâts que les monstres tentaient de m'infliger. Si jamais les joueurs n'ont pas assez de capacité pour bloquer tous les dégâts infligés par les ennemis, ils vont descendre leur marqueur de cœur sur leur piste de points de vie qui va descendre éventuellement et qui ne pourra jamais remonter pendant la partie. Donc on va essayer de conserver le maximum de points de vie pour arriver au boss final et espérer le vaincre. Les joueurs vont ensuite gagner des niveaux pour tous les monstres qu'ils ont réussi à vaincre. Donc ici, j'ai réussi à vaincre ce monstre qui va me donner un niveau rouge. Donc ça va me permettre d'avancer une gemme rouge de 1 dans mon tableau de compétences. Et le monstre ici que j'ai vaincu est un monstre niveau 1 bleu qui va me permettre d'avancer une gemme bleue dans mon tableau de compétences. Plus tard dans la partie, les monstres niveau 2 me permettront d'avancer des gemmes de la couleur indiquée de 2 et les monstres niveau 3 me permettront d'avancer des gemmes de la couleur du monstre de 3 dans notre tableau de compétences. Donc pour mon niveau rouge, je décide d'avancer cette gemme de 1. Comme c'est une gemme sur une habilité niveau 1, elle va sortir du tableau de compétences pour arriver dans notre réserve de gemmes et elle pourra être utilisée par la suite dans l'action de repos pour nous aider à équiper des nouveaux objets. Pour mon niveau bleu, je vais décider d'avancer une gemme de la compétence pluie de flèche de 1. Donc je vais prendre une des gemmes et l'avancer sur la carte niveau 1 par la suite. Et il reste seulement une gemme sur cette compétence. Si jamais on enlève toutes les gemmes d'une carte compétence ou d'une tuile compétence, à ce moment-là, le joueur va gagner la carte compétence ou la tuile. Si c'est une carte, il va la retourner, il va la placer sur son plateau de personnage sur l'icône indiquée et il aura maintenant accès à cette compétence pour le reste de la partie. Pour les tuiles compétences, lorsque j'atteindrai un autre niveau rouge et que je vais enlever toutes les gemmes de cette tuile, le joueur va gagner la tuile, il va gagner le point d'endurance pour le placer dans sa réserve. Donc sa réserve d'endurance sera supérieure pour le reste de la partie.
Lorsqu'on a des emplacements vides dans notre tableau de compétences, on va quand même les utiliser pour faire avancer les gemmes qui sont dans les compétences plus basses. Par exemple, si j'avance une des gemmes bleues de cette tuile de compétence au niveau 3, lorsque je vais l'avancer de 1, je devrais la placer sur l'emplacement niveau 2, même s'il n'y a plus de carte à cet endroit-là. Une fois mes gemmes déplacées et mes niveaux gagnés, les monstres que j'ai vaincus seront retournés en carte objet. On va les placer dans notre sac à dos. On ne pourra pas les équiper tout de suite sur notre personnage. On devra faire une action de repos pour nous permettre de les placer dans notre tableau de capacité. Et pour terminer l'action de combat, on va aller vérifier si on a réussi à gagner des hauts faits de compétences ou des hauts faits de gemmes avec ce qu'on vient de déplacer dans notre tableau de compétences. Pour les hauts faits de compétences, on doit avoir 3 compétences de débloquer, ou 5 compétences de débloquer, ou 7 compétences de débloquer dans notre tableau de compétences. Ça peut être autant des cartes que des tuiles compétences qui sont débarrées pour nous permettre de gagner les hauts faits qui sont dans cette colonne. Pour les hauts faits de gemmes, on doit avoir 2 gemmes de 2 couleurs différentes. Donc, par exemple, ça pourrait être 2 gemmes rouges et 2 gemmes vertes. Ici, on doit avoir 3 gemmes de 2 couleurs différentes. Et ici, 4 gemmes de 2 couleurs différentes pour prendre la tuile au fait correspondante. Si un joueur gagne une tuile au fait de la deuxième rangée, donc le premier à prendre une tuile au fait dans cette rangée-là va aussi prendre la tuile au fait bonus qui est indiquée à gauche. Même chose pour les hauts faits de niveau 3, donc la troisième rangée. Si un joueur gagne une tuile au fait, le premier à le faire va gagner la tuile bonus qui est indiquée à gauche. Lorsque les joueurs gagnent des tuiles au fait, ils vont les placer dans leur zone de jeu et vont les conserver jusqu'au boss final où ils pourront les utiliser pour tenter de vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais comme mon joueur n'a pas réussi à débarrer 5 compétences et qu'il n'a pas 2 gemmes de 2 couleurs, à ce moment-là, il ne gagnera pas aucune tuile de haut fait pour l'instant. La troisième action possible est l'action de repos. Lorsque les joueurs vont se reposer, premièrement, ils vont retirer tous les disques d'endurance et de concentration qui sont sur les capacités de leur personnage et vont les replacer dans leurs réserves respectives. Ensuite, les joueurs pourront prendre les objets qui sont dans leur sac à dos et pouvoir les placer sur leur personnage en utilisant les gemmes de leur réserve de gemmes pour pouvoir équiper les différents objets sur leur personnage pour améliorer leur capacité. Ici, mon personnage a accumulé 4 objets différents, donc chacun des objets est évidemment de la couleur du monstre qu'on a vaincu. Les objets vont demander d'équiper une gemme par niveau d'objet. Donc ici, les objets niveau 1 vont coûter 1 gemme, les objets niveau 2, 2 gemmes et les objets niveau 3, 3 gemmes de leurs couleurs respectives. Les gemmes blanches sont des gemmes Joker. On pourra donc les utiliser pour n'importe quelle des 3 autres couleurs. Donc ici, je pourrais équiper le glaive à mon personnage dans une de ses places d'armes, donc en plaçant une gemme rouge de ma réserve. Ici, je pourrais décider d'utiliser les petites pantoufles, les petits souliers. Je vais mettre ça dans, évidemment, ma place pour les bottes. Je vais utiliser ma gemme blanche parce que je n'ai pas de gemme bleue. Et je vais utiliser ma gemme verte pour une autre arme. Donc on peut équiper 2 armes à la fois sur notre personnage. On peut avoir un casque, une armure, une paire de bottes, un objet spécifique. Et l'endroit qui est ici, c'est notre compétence passive qu'on peut débarrer dans notre tableau de compétences. Donc il me reste une autre paire de bottes, évidemment, que je ne peux pas équiper parce que je n'ai pas les gemmes qu'il me faut, mais en plus j'ai déjà une paire de bottes d'équiper. Donc je vais les laisser dans mon sac à dos. La première fois qu'on va équiper un objet en utilisant la gemme blanche qui était dans notre réserve sur le dé, va nous débarrer ce 3e dé qu'on va placer dans notre réserve pour le reste de la partie. Lorsqu'on a des objets qui ont des capacités en mauve, c'est qu'on peut utiliser de l'endurance ou de la concentration pour les placer sur ces capacités pour les activer. Sur mes bottes, j'ai une capacité ici qui demande de la concentration qui me permet de placer n'importe quel dé sur la face 2. Lors des prochaines phases de repos, les joueurs pourront changer les objets qu'ils ont sur eux avec les nouveaux objets qu'ils ont ramassés dans leur sac à dos. Donc lorsqu'on enlève un objet, les gemmes vont retourner dans notre réserve, donc on peut les utiliser pour équiper les nouveaux objets qui sont évidemment de plus en plus puissants. Lorsque les joueurs ont terminé d'équiper des nouveaux objets sur leur personnage, ils peuvent aller acheter des potions au magasin. Donc, ils vont utiliser les objets qui leur restent dans leur sac à dos. Pour chaque objet qu'on va défausser, on va pouvoir gagner une potion. On peut décider si on veut une potion rouge ou une potion bleue. Donc, les jetons sont recto verso. Et on va placer le jeton de potion dans notre ceinture de potions dans le bas de notre personnage. On a donc un maximum de 4 emplacements de potions.
À la fin de la phase de repos, les joueurs vont regarder s'ils ont réussi à gagner des hauts faits d'équipement. On doit avoir un certain niveau d'équipement total sur notre personnage. Donc si j'ai un niveau d'objet égal à 4, 7 ou 10, on peut prendre les tuiles hauts faits correspondantes. Présentement, mon personnage a 3 objets niveau 1, donc il a un niveau total d'objets de 3, ce qui n'est pas assez pour la première tuile haut fait. Et les joueurs vont avancer au travers des actes en effectuant des actions de déplacement, de combat et de repos pour vaincre le plus de monstres, gagner des objets, améliorer leur personnage avec des nouveaux objets, améliorer les compétences en les débloquant, en avançant les gemmes, pour que leur personnage soit le plus puissant avant d'arriver au Seigneur des Ténèbres. Les joueurs vont progresser jusqu'à l'acte 5 où les règles vont un peu se changer. Donc lorsqu'un joueur va arriver à l'acte 5, il va placer son personnage sur la case de son symbole à lui et il va faire apparaître des monstres comme au début de n'importe quel acte. Donc ici on a 5 paires de monstres niveau 2 et 3 ensemble qu'on va disposer sur le plateau. Comme à l'habitude, on va choisir une des paires de monstres qu'on va aller placer sur notre plateau personnel, qu'on pourra affronter ces monstres un peu plus tard. Et on a aussi une tuile intervention divine, donc les joueurs vont gagner un 5e dé pour le reste de la partie. Lorsque le joueur rouge va arriver dans l'acte 5, il va lui aussi placer son personnage sur sa case respective. Il ne fera pas apparaître de nouveaux monstres. Par contre, il va choisir une des paires de monstres à placer lui aussi sur son plateau personnel. À partir de ce moment, les joueurs ne peuvent plus faire d'actions de déplacement. Ils doivent faire des actions de combat pour vaincre tous les monstres restants qui sont devant eux, ou ils peuvent faire aussi des actions de repos. Les autres cartes démons, lorsque tous les joueurs seront arrivés dans l'acte 5, on pourra retirer du plateau les cartes démons restantes. Les joueurs ne pourront pas les affronter. Le joueur vert devra donc prendre à son tour de jeu une action de combat pour essayer de vaincre ces 4 derniers monstres qui sont devant lui. Lorsqu'il aura réussi à vaincre ces derniers monstres, au début de son tour, si on débute son tour et qu'il n'y a plus aucun monstre devant nous dans notre zone d'engagement, à ce moment-là, le joueur peut décider de percer les murs de la cathédrale. Il va donc pouvoir avancer sa figurine de personnage sur la case de cathédrale. À ce moment-là, on va retirer le plateau au fait de la partie, donc les tuiles restantes ne pourront pas être gagnées par aucun des joueurs. Par la suite, on va placer le plateau de l'acte 6 à la place du plateau au fait et on va placer la pile de cartes Seigneur des Ténèbres sur ce plateau. Et on va placer les 2 premières cartes de la pioche Seigneur des Ténèbres sur la cathédrale. Le joueur vert se prépare donc à l'affrontement final contre le Seigneur des Ténèbres et il va lancer un appel aux armes aux autres joueurs. C'est à ce moment que le joueur rouge doit décider s'il veut jouer un tour normal, donc continuer à combattre les démons qui sont devant lui, ou s'il veut décider de répondre immédiatement à l'appel aux armes lancé par le joueur vert qui vient de percer les murs de la cathédrale. S'il répond à l'appel aux armes, on va tout simplement déplacer sa figurine lui aussi sur la cathédrale et ça va mettre fin à l'acte 5. Par contre, si le joueur rouge décide de prendre un tour normalement, il va rester sur sa case pour continuer de faire une action de combat ou une action de repos, probablement plus une action de combat, pour affronter le plus de démons, gagner le plus de niveaux ainsi que d'objets avant l'affrontement final contre le Seigneur des Ténèbres. Donc disons qu'il choisit une action de combat. On revient alors autour du joueur vert, lui qui est déjà percé les murs de la cathédrale. À ce moment-là, on va prendre une autre carte Seigneur des Ténèbres et on va la placer sous la cathédrale. On revient au joueur rouge qui a encore le même choix, donc soit de répondre à l'appel aux armes et de percer les murs ou de combattre une dernière fois avant la fin de l'acte 5. Il pourrait décider de combattre à nouveau et à ce moment-là, on revient au joueur vert et on va placer une autre carte sous la cathédrale, mais lorsqu'on place une deuxième carte sous la cathédrale, ça va terminer l'acte 5 et le joueur rouge n'aura pas le choix de répondre à l'appel aux armes à ce moment-là. C'est à ce moment que les joueurs auront leur dernier épée. Ils auront gratuitement une dernière action de repos avant de commencer l'affrontement contre le Seigneur des Ténèbres. C'est donc la dernière chance pour les joueurs de changer les objets qui sont sur leur personnage avec les objets qui sont dans leur sac à dos pour essayer d'être le plus fort possible pour affronter le Seigneur des Ténèbres. Ils pourront aussi défausser des objets défausser le reste des objets dans leur sac à dos pour pouvoir s'acheter un maximum de jetons potions pour l'affrontement final. Tous les objets restants dans
leur sac à dos seront défaussés, ils ne serviront plus à rien. Donc on va s'acheter ici 2 potions rouges et 2 potions bleues pour l'affrontement final. Les joueurs pourront aussi vider leur tableau de compétences, donc ce qu'ils n'ont pas réussi à débarrer ou à acheter, ils n'en auront plus besoin pour le combat final. Les gemmes restantes dans leur réserve de gemmes seront aussi défaussées, elles ne servent plus à rien, et ils pourront retourner leurs jetons de bénédiction de l'autre côté. Donc comme on est rendu au combat final, ils pourront les utiliser pour faire différents effets. Maintenant, on va retourner les cartes Seigneur des Ténèbres qu'on avait placées sur la cathédrale et sous la cathédrale pour attaquer les joueurs. Les joueurs vont subir les cartes qui sont sur la cathédrale et les joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel aux armes au départ, donc qui ont attendu, vont subir les cartes qui sont en dessous de la cathédrale. Donc notre joueur rouge va subir l'effet des 4 cartes, alors que notre joueur vert va seulement subir l'effet des 2 premières cartes. On va donc retourner les cartes une par une et les joueurs auront un choix à faire pour chacune d'entre elles. Donc ici, on va dire les joueurs devront perdre une bénédiction ou perdre un point de vie. Et l'autre carte, on va corrompre un emplacement capacité ou perdre un point de vie. Donc mon joueur vert va décider de perdre une bénédiction. Donc on va enlever une des tuiles au fait, on va perdre l'effet de cette bénédiction-là. On va donc la retourner de l'autre côté, on ne pourra pas l'utiliser dans le combat final. Pour corrompre un emplacement de capacité, on va prendre un marqueur touche, donc les petits disques noirs, et on va le placer sur une de nos capacités. Donc ici, je vais placer sur mon -2, donc je ne pourrai pas l'utiliser pour le combat final. Si jamais j'avais décidé de perdre des points de vie, je vais descendre mon marqueur de cœur sur ma piste de points de vie. Le joueur rouge, lui, va subir l'effet des 2 autres cartes qui étaient sous la cathédrale puisqu'il a attendu avant de répondre à l'appel aux armes. Lorsqu'on a terminé d'appliquer les effets de ces cartes, on va passer à l'acte 6 qui est le combat final contre le Seigneur des Ténèbres. Tous les joueurs vont affronter le Seigneur des Ténèbres en simultané. On va donc commencer par faire notre placement individuel. On va placer 5 cartes Seigneur des Ténèbres et 4 cartes Furie en alternance pour se faire un tableau de 9 cartes sur notre tableau personnel. Les joueurs devront affronter ces 9 cartes en ordre de gauche à droite et lorsqu'ils auront vaincu la 9e carte, ils auront battu le Seigneur des Ténèbres. On va donc commencer la première action de combat. Les joueurs vont la faire de façon simultanée et après que les joueurs aient complété leur action de combat, le Seigneur des Ténèbres va répliquer avec un rugissement avant qu'on passe au 2e ronde de combat et etc. On va faire des rondes de combat jusqu'à temps que les joueurs réussissent à le vaincre ou que tous les joueurs soient anéantis. Je vais donc prendre un point de concentration pour activer ma capacité de pluie de flèches qui va permettre de prendre mon dé argent pour cette action de combat. Donc j'aurai 6 dés pour me battre dans la première action de combat. De plus, j'ai la capacité sur mesure qui me permet d'équiper un objet niveau 1 sans utiliser de gemmes. C'est pour ça que je n'ai pas mis de gemmes sur cette arme. J'ai aussi le tireur émérite. Donc il y a un des dés que je vais ne pas lancer en combat, mais je vais décider le résultat sur lequel je vais le placer. Je vais donc décider de me prendre un 2 sans le lancer et je vais lancer mes autres dés pour commencer mon premier round de combat contre le Seigneur des Ténèbres. Donc je dois obtenir un 2 et un 4 pour vaincre la première carte. Donc je vais tout simplement placer le 4 et le 2 sur la carte pour la vaincre. Et à ce moment-là, je vais avancer mon personnage sur la carte suivante. Les joueurs peuvent tenter de vaincre plusieurs cartes de leur Seigneur des Ténèbres dans la même ronde de combat en utilisant tous leurs dés de leur réserve qu'ils ont lancés. Lorsqu'on avance sur une carte Furie, on va la retourner de l'autre côté et il va y avoir un effet qu'on va lire et qui va s'appliquer. Donc ici, la terreur, on va utiliser notre rage sans effet. Donc on va tout simplement retourner notre tuile rage, on va la perdre pour l'instant. Et là, on voit qu'il y a une faiblesse, un 2 et un 5. On devra donc placer ces 2 chiffres pour vaincre cette carte. Je vais donc placer un 5 directement sur cette carte. Et ici, je vais utiliser une capacité pour aller changer un dé pour un 2. Donc, je vais changer un de mes 6 pour un 2 et je vais aller le placer sur la deuxième faiblesse pour vaincre la première carte Furie. On va donc avancer notre personnage sur la carte suivante. Je dois assigner un 1 et un 2. Donc, je vais utiliser mes capacités, mes concentrations pour faire moins ce que je veux sur un dé et moins ce que je veux sur un dé. Donc, ces 2 capacités-là. Et je vais pouvoir transformer celui-ci en un 1.
et celui-ci en 1-2, me permettant ainsi de vaincre une troisième carte dans la même ronde de combat. Et je vais avancer sur la carte Fury, donc on va la révéler, on va aller appliquer son effet. Donc ici, ça me dit de relancer tous les 4 si vous en avez, ou perdre un point de vie. Comme je n'ai plus aucun dé qui n'est pas assigné, je vais prendre cette option. On peut la prendre même si on n'a aucun 4 ou même si nos dés sont déjà tous assignés. Donc là, comme je n'ai plus de dés, j'ai utilisé tous mes dés. À ce moment-là, je vais terminer ma première ronde de combat sur cette carte. Lorsque la première ronde de combat est terminée, le Seigneur des Ténèbres va nous attaquer. On va donc compter toutes les cartes où mon personnage se trouve et celles qui suivent. Et on va compter les icônes de points de dégâts et on va les additionner pour savoir de combien il va nous attaquer. Donc si j'ai 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9, le Seigneur des Ténèbres m'attaque de 9 points de dégâts. Donc je vais utiliser mes capacités pour essayer de parer le plus de dégâts possible. Je vais placer 2 jetons pour en enlever 3. Je vais placer un autre jeton pour en enlever 2, un autre jeton pour en enlever 1 ici. Ça fait 6 qu'on bloque. Je vais utiliser mes 2 bénédictions pour bloquer jusqu'à 8. Et je vais perdre un point de vie pour le 9e point de dégâts. C'est une énorme attaque qu'on doit essayer de parer. Une fois que les joueurs ont paré l'attaque du Seigneur des Ténèbres, celui-ci va rugir. Et c'est là que la difficulté de la partie qu'on a choisie au départ va avoir une influence. Comme on a choisi la difficulté normale, il va rugir avec 2 cartes. Donc on va révéler l'effet de 2 cartes Seigneur des Ténèbres. Et les joueurs vont appliquer les effets ou perdre des points de vie. Par exemple, si vous recevez 2 dégâts supplémentaires lors de votre prochaine attaque, ou vous perdez un point de vie. On va décider de perdre un point de vie pour cette carte. Et la deuxième, c'est lancer un dé de moins lors de votre combat au prochain tour de jeu. Donc je vais lancer un dé de moins où je vais perdre un point de vie, on va perdre un autre point de vie et on va pouvoir lancer tous nos dés à ce moment-là. Mon dé argent va retourner sur ma compétence, donc si je veux le réutiliser, je vais repayer un point de concentration. On va retirer les dés des cartes qu'on a réussi à vaincre, on va les remettre dans notre réserve et on va se préparer à commencer la deuxième ronde de combat. On peut donc utiliser des potions avant de commencer la deuxième ronde de combat. Donc je vais utiliser mes 2 potions rouges pour enlever 2 jetons d'endurance. Donc ici je vais reprendre ma capacité qui me permet de bloquer 3 points de dégâts. Je vais prendre une potion bleue pour enlever une capacité ici pour manipuler les dés de façon plus efficace. Et je vais garder ma dernière potion pour la prochaine ronde de combat. Et on va commencer, je vais me choisir un 4 avec ma capacité tireur d'élite et je vais lancer mes 4 autres dés. Et on va essayer de battre la carte qui est là, qu'il me faut des 4. Donc je vais en placer un. Maintenant, pour avoir mon deuxième 4, on va aller manipuler les dés. Donc je vais utiliser ma compétence. J'ai bien fait d'utiliser une potion. On va changer un des 5 en 4. On va donc vaincre la carte Fury. On avance sur la prochaine carte. On a besoin d'un 5 et d'un 6 tout simplement. Donc un 5 et un 6 ici. On passe à la carte Fury. On va la révéler pour avoir un effet. Donc ici, perdez 1 d'endurance ou perdez 1 de concentration. Donc on va perdre 1 d'endurance. On va se retirer une rondelle rouge pour le reste du combat. Et on a 3 dés à assigner. J'ai un 5 qui me reste. Donc je pourrais manipuler les dés pour essayer de le placer. Ou je pourrais le garder. Donc si je termine cette ronde de combat avec un dé restant, on sait qu'on va regagner notre tuile rage pour le prochain combat. Maintenant, le Seigneur des Ténèbres va m'attaquer de 1 plus 2 plus 2. Donc, il me fait une attaque de 5. Je vais utiliser mes endurances pour bloquer 3. Et je vais perdre 2 points de vie pour un total de 5 pour cette attaque. Le Seigneur des Ténèbres va rugir pour une dernière fois. Ça va toujours être une carte de moins. Donc, ça va être seulement une carte à ce moment-là que les joueurs devront subir. On va corrompre un emplacement qui n'est pas une arme. Donc, ici, je vais corrompre l'emplacement sur mes bottes. Je ne pourrai pas l'utiliser s'il y a un des 2 emplacements qui est corrompu. On va ensuite reprendre nos dés et on va pouvoir commencer un 3e ronde de combat. À la fin des 3e et toutes les rondes suivantes, il n'y aura plus de rugissement parce qu'on a toujours une carte de moins à chaque ronde de combat. Donc comme on a joué à normal, on a eu un rugissement de 2 cartes et le tour suivant un rugissement de 1 carte et il n'y en aura plus dans les autres tours de jeu. Mais si on avait joué à des difficultés plus élevées, on aurait pu avoir un rugissement de 3, de 2 et de 1. Donc c'est la durée et le nombre de cartes dans les rugissements qui va être affecté par la difficulté de la partie. Et on va continuer des rondes de combat jusqu'à temps qu'on réussisse à vaincre la dernière carte ou qu'on soit vaincu si on arrive à 0 point de vie.
Si tous les joueurs sont vaincus, on arrive à 0 point de vie. C'est le joueur qui va s'être rendu le plus loin dans les cartes de son Seigneur des Ténèbres qui va être considéré comme avoir gagné la partie, même si le Seigneur des Ténèbres a détruit le monde. Si jamais un des deux joueurs réussit à vaincre le Seigneur des Ténèbres et que l'autre joueur est vaincu, bien évidemment c'est le joueur qui a vaincu le Seigneur des Ténèbres qui remporte la partie. Si jamais les deux joueurs ont vaincu le Seigneur des Ténèbres, c'est le joueur qui a le plus de points de vie restants qui va l'emporter. Si l'égalité perdure, c'est le joueur qui a ramassé le plus de tuiles au fait qui sera déclaré vainqueur. Sinon, la victoire sera partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Sanctum. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Sanctum? Premièrement, qu'est-ce qui m'a attiré vers ce jeu-là? C'est évidemment son thème. Je suis un grand fan de toute la série Diablo. C'est des jeux que j'ai joué, le 1, le 2, le 3. C'est même le premier jeu en ligne que j'ai joué. Donc c'est vraiment un jeu que j'adorais quand j'ai vu qu'on faisait un jeu de société qui se basait sur cette licence-là, les jeux hack and slash de style Diablo. Puis c'est évident, bon, en regardant la boîte et l'image, on voit que c'est un gros clin d'œil à cette franchise-là que j'adorais. Puis je pense que le thème est vraiment bien rendu. On a vraiment bien maîtrisé le système du hack and slash puis transformer ça dans un jeu de société. Fait que le fait de battre des monstres, de gagner du loot, améliorer son personnage, on sent vraiment tous ces aspects-là qu'on peut aimer dans un jeu vidéo comme Diablo, on les ressent en jouant à Sanctum. Fait que je pense que c'est vraiment bien d'avoir fait des clins d'œil à ça, mais c'est aussi bien d'avoir bien encadré tout ça, puis que ce soit bien transposé sur un jeu de plateau. Fait que chapeau pour le respect du thème. Si c'est ça qui vous attire dans le jeu, ben je pense que vous allez être satisfait. Sinon, la production est vraiment très cool, le matériel, tout est beau, le visuel, les cartes, les démons, les espèces de monstres, c'est vraiment beau. Les personnages, il y a seulement 4 figurines, mais sont vraiment magnifiques. Les 4 figurines, donc ça fonctionne très bien. Les plateaux, tout ça, les petites rondelles, les dés, c'est vraiment du bon matériel. L'aide de jeu qui est vraiment bien fait, donc bien détaillé toutes les 3 actions que tu peux faire, l'action de déplacement, toutes les phases que tu fais, combat, repos, même chose. Puis t'as toutes aussi les hauts faits, comment les gagner. Fait que c'est vraiment un super aide de jeu. Pour vrai, même les premières parties, on n'a pas besoin de regarder beaucoup dans les règles du jeu en jouant, en apprenant le jeu, parce qu'on a vraiment tous ces repères visuels-là qui sont le fun. Puis en plus, on a tous les détails de nos compétences à nous qui sont de l'autre côté. Fait que si cette compétence-là, la carte, des fois, n'est pas super précise, ben là, je vais aller lire la plus grosse description sur mon aide de jeu. Fait que ça, chapeau, on n'a pas besoin, encore une fois, d'aller mettre notre nez dans le livret de règles pendant nos premières parties. Fait que ça s'apprend bien. Sinon, le livre de règles en tant que tel, il est très bien fait, bien construit, tout ça, des beaux exemples, des images. Donc c'est quand même facile à lire pour une première fois. Fait que c'est encore une fois, c'est une belle qualité pour un jeu, un livre de règles qui s'apprend très bien. Ce que j'adore le plus dans Sanctum, c'est vraiment la façon dont on va améliorer notre personnage. Donc la façon où on gagne des objets, la façon aussi où on gagne les niveaux, on avance les gemmes qu'on veut. C'est nous qui va débloquer les compétences qu'on veut. Ça, c'est le fun qu'il n'y ait pas de prérequis, que tu ne sois pas obligé de les faire dans l'ordre 1, 2, 3. Tu peux aller chercher une compétence niveau 3 si tu enlèves ces gemmes-là en premier. Mais là, tu as niveau 2, va avoir plein de gemmes dessus. Fait qu'il y a bien des chances que tu ne débarres pas, mais ça ne t'empêche pas d'aller débarrer la niveau 1. Fait que tu peux manipuler les gemmes comme tu le veux pour débarrer les compétences qui tentent d'essayer ou que tu as le goût de mettre sur ton personnage. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça donne beaucoup de contrôle aux joueurs de la façon où on va construire notre personnage avec son tableau de compétences. L'autre chose, c'est les objets. C'est super le fun de ramasser du loot. Puis c'est le fun de voir aussi que ok, les monstres transportent tel type de loot. Fait que c'est comme ça un peu des fois qu'on va repêcher les monstres en disant hey, j'ai pas d'armes encore, ça serait le fun d'avoir des armes pour mieux manipuler les dés. Puis là je vois que ces deux monstres-là dans cette paire-là ont des armes, je vais aller les chercher parce que c'est ça que je veux, c'est ce qui me manque comme objet. Fait que ça peut un peu t'orienter, fait que ça c'est le fun. Puis t'as encore le sentiment de surprise parce que je sais qu'il y a des armes l'autre bord de ces monstres-là, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là quand t'es bas, tu ressens un petit thrill de oh, je retourne la carte. Oh wow, c'est un arme qui va être vraiment hot. Ou tu sais, des comme ah, c'est un arme qui est plus buff. Ou tu sais, t'as vraiment ce petit hype qui est là de découvrir les objets que tu vas trouver. Puis c'est vraiment le même feeling qu'il a joué à Diablo 3. Puis de voir le gros beam de lumière. Puis c'est comme ah, un objet légendaire. Yeah! Tu ressens un hype quand tu trouves un objet. Fait que ça aussi c'est transposé dans le jeu. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis la synergie entre les gemmes que tu débarres, c'est les gemmes qui te permettent d'équiper les objets, est très cool aussi. Puis il faut que tu réfléchisses un peu à ton affaire
d'aller chercher les monstres des bonnes couleurs pour faire avancer les bonnes gemmes, puis ensuite équiper ces types d'objets-là. Fait que tu peux orienter ta stratégie, puis comment tu veux construire ton personnage pour cette partie-là. Fait que toute cette partie-là là, de construction de personnage est vraiment très intéressante, puis est vraiment le fun dans le jeu. Toute la partie sert à faire progresser notre personnage pour arriver au combat final contre le Seigneur des Ténèbres. Puis je trouve que le combat final est très climatique avec le jeu aussi. Puis c'est vraiment quelque chose qui est épique. Là, on sait que le Seigneur des Ténèbres il est très puissant, il est très dangereux. Fait qu'on sent ce risque-là dans un combat final-là. Fait que je pense que ça a l'effet d'un boss final. Je trouve que c'est un fight qui est épique, qui est difficile. Fait que ça aussi, je pense qu'il est bien rendu. Même s'il est peut-être difficile un peu à apprivoiser parce qu'il est différent du reste du jeu. Donc là, ça fait des règles de plus à implémenter, mais ça fait vraiment quelque chose de grandiose, quelque chose d'épique en fin de partie. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu où la thématique crée à être coopérative, évidemment. Donc c'est un peu drôle que le jeu soit compétitif. Je pense que j'aurais vu... Il existe bien comme ça, mais je pense que j'aurais vu facilement mettre un mode coop à l'intérieur qui serait devenu aussi par la bande un mode solo aussi pour expérimenter le jeu dans d'autres facettes. Fait que ça aurait été le fun de construire des personnages puis de s'aider à affronter le boss final ensemble. C'est peut-être quelque chose qu'ils vont développer dans les extensions, je l'espère. Ça devrait être quelque chose d'assez cool avec ce système-là. Sinon, il y a quelques petites facettes qui me dérangent un peu. Le côté que le visuel est super beau sur des cartes de monstres, mais il est répétitif. Fait que tous les monstres niveau 1 rouge, c'est le même visuel. Tous les monstres niveau 1 bleu, c'est le même visuel, etc. Fait que peut-être de varier un petit peu plus les visuels sur les monstres, ça aurait peut-être été plus sympathique. Sinon, le système de combat, on dirait qu'il est un peu flat. Donc on dirait que le système d'upgrade éclipse le système de combat. Le système de combat, je lance les dés, je les assigne. Je peux les manipuler un petit peu pour les placer. Fait qu'on dirait que ça fait un peu flat. On dirait qu'il manque de quoi, vu que c'est le principal du combat, du jeu en fait c'est le combat, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose dans le système de combat pour le rendre encore plus intéressant. Sinon, côté rejouabilité, il y a 4 personnages, on affronte tout le temps le même boss. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes cartes dans notre boss, fait que c'est tout le temps un peu imprévisible ce qu'on va avoir comme effet, tout ça, puis comme carte. Mais ça reste que c'est toujours un peu la même chose. Puis un personnage, une fois que je l'ai joué, ben j'ai pas 10 000 façons de le monter différemment. Donc mes parties avec le même personnage vont finir par se ressembler, on va avoir les mêmes habiletés, les mêmes compétences et tout ça. Fait que peut-être dans des extensions de développer d'autres decks de compétences pour le même personnage, exemple la rôdeuse, ben, elle pourrait avoir 3 arbres de compétences différents. Fait que dans une partie, ben, je vais prendre l'arbre 1 ou je vais prendre l'arbre 2. Fait que là, on aurait vraiment un feeling peut-être plus différent d'une partie à une autre avec le même personnage. Puis je vois facilement de développer des nouveaux boss dans d'autres extensions. Ben voilà, s'il y a une extension, tu vas avoir 2 nouveaux boss, 2 nouveaux héros, des choses comme ça. Pour ajouter encore plus de rejouabilité. Puis je trouve que c'est un système qui est le fun. Puis j'ai hâte de voir où ils vont l'emmener, qu'est-ce qu'ils vont développer par la suite. Fait que je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel. Somme toute, Sanctum, j'ai été satisfait de mon expérience, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Je vais donner une note de B-, donc un bon jeu qui est très thématique avec les jeux hack and slash de style Diablo. Un thème super bien rendu, on ressent ce thème-là en jouant au jeu. C'est un jeu très Ameritrash, donc très classique avec des dés, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chance. C'est un système où on lance des dés, on les assigne sur les monstres. Système super le fun pour la progression de notre personnage, on construit le personnage qu'on veut, on gagne des objets, on débloque les compétences dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est super intéressant, c'est un système qui laisse beaucoup de contrôle aux joueurs. Puis je pense que c'est un système qui va pouvoir s'améliorer aussi quand on va décider d'y emmener des nouvelles extensions. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon si vous voulez nous faire des petits dons. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.